Bonjour Lorraine, je te Bonjour. remercie, je te remercie d'être parmi nous pour cette interview d'Exafleu, les examinateurs itinérants. Pour commencer, pourrais-tu te présenter, nous parler un peu de ton parcours et sans oublier bien sûr une attention particulière sur ce qui t'a amené à devenir examinatrice. Mhm. Mais bonjour, merci de me recevoir. Je suis contente de participer à cette interview. Moi, je suis donc Lorraine Esposito. Mon parcours, donc le FLE, c'est une reconversion. Euh, j'avais été formatrice dans le passé. J'ai vécu 1 an et demi en Écosse et donc quand je suis revenue, je voulais garder à la fois l'international et la formation. Donc le FLE, ça tombait bien. Et puis en fait, une fois que je suis tombée dedans, bah voilà, je suis passionnée par le métier. Donc j'ai travaillé, moi j'ai passé le DAE FLE avec l'Alliance française à distance et je voulais me mettre à mon compte immédiatement. Donc là, je travaillais en indépendante, mais j'étais sous-traitante pour différents organismes. J'avais pris la spécialité pour le diplôme pour les personnes qui ont jamais été scolarisées. Donc j'ai commencé dans l'alpha et après, j'ai travaillé, avec tout type de niveau, tout type d'âge, j'ai sous-traité avec des organismes de formation, des écoles en ligne. Heu, j'ai travaillé, voilà, mes apprenants, ils ont eu de 10 à 60 ans, je pense. J'ai fait un petit peu tous les niveaux et donc au bout d'1 an et demi, je pense, de pratique, j'ai voulu passer donc, l'habilitation DELF pour, ajouter un petit peu une corde à mon arc, et c'était super. En fait, j'ai participé au BELC, que je connaissais pas du tout en étant indépendante. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très connu, en fait et c'était vraiment, génial, déjà au niveau de l'expérience et ensuite, en termes d'habilitation, bah, c'était super intéressant parce qu'en fait, ayant travaillé, pour mon diplôme à distance avec le CNED, j'avoue que les niveaux A1, A2, enfin les niveaux du CECRL, c'était pas complètement clair. Le fait que, tu vois, par exemple, un apprenant, A2, quand on dit qu'il est apprenant A2, ça veut dire qu'il est en cours d'apprentissage vers le A2, mais ça veut pas dire qu'il a le A2. Enfin, ce genre de choses, c'était très flou pour moi et en fait, l'habilitation, ça m'a aidé vraiment à un petit peu asseoir mes compétences là-dessus. Voilà, donc j'ai eu le l'habilitation complète de A1 à C2 et et voilà. Je Mhm. sais pas quoi te dire Ouais. d'autre. Ok, très bien. Et je vais revenir un peu sur ton expérience en Écosse. Tu as pas voulu après retourner là-bas ou pour enseigner le FLE ou avoir des étudiants à distance en Écosse? Si, bah, en fait, alors j'y retourne pour les vacances, parce que ça reste un pays, de cœur, on va dire. Et en effet, j'ai choisi aussi le FLE parce que c'était un métier qui me permettait de repartir à l'étranger si je le voulais. Pour l'instant, l'occasion s'est pas présentée et puis, bon, la vie a fait que, j'ai dû rester en France, on va dire. Donc en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec des plateformes en ligne. Donc je travaillais sur italki et j'ai travaillé aussi en partenariat avec une école, qui travaille pour, enfin sa cible en tout cas, c'est les étudiants russophones. Et vu que moi j'avais des notions de russe, j'ai travaillé un petit peu avec eux. Donc j'ai travaillé avec des gens partout dans le monde, mais j'avais vraiment une bonne base d'apprenants, russophones et que j'ai perdu, malheureusement quand il y a eu la guerre en Ukraine. Donc j'en ai gardé quelques-uns, mais c'était un petit peu compliqué, pour le reste, notamment, bah, en termes pratiques, hein, même, de paiement. Les roubles étaient plus acceptés nulle part, enfin ils ont été assez, voilà, isolés là-dessus. Donc voilà, j'ai gardé des apprenantes en effet, à l'étranger. J'ai envie, c'est vrai, de me rapprocher du Royaume-Uni parce que comme je disais, c'est un peu un pays, de cœur pour moi. Moi, j'aime bien dans ce métier le fait qu'on puisse, bah, s'adresser au monde entier. En fait, j'aime bien la diversité culturelle aussi, donc voilà, j'ai pas envie de me focaliser sur un seul, pays. Je sais pas si ça répond à ta question. Ok, merci beaucoup. Par rapport à ton expérience en tant qu'examinatrice, est-ce que tu peux revenir un peu sur le fait que tu aies voulu te
te former à quelque chose d'autre, à avoir une autre casquette? Oui, je pense que je voulais, postuler dans une alliance française parce que c'est vrai que je suis diplômée de l'alliance française, mais j'ai jamais exercé en tant que telle avec eux, donc j'ai leur méthodologie et cetera. C'est eux qui m'ont formée, mais j'ai jamais exercé dans une alliance et j'avais discuté avec une collègue, qui travaillait avec moi, pour une école, pour laquelle je sous-traitais et elle m'avait dit qu'elle, elle travaille dans une alliance française et que l'alliance française lui avait, payé l'habilitation et c'est comme ça que j'ai découvert que, il fallait une habilitation pour avoir, enfin pour être jury, ou correcteur, du DELF ou du DALF. Bon, il se trouve que l'alliance française qui était proche de chez moi, elle ne payait pas l'habilitation à ses profs et c'est comme ça, en fait, j'ai découvert le BELC un petit peu par hasard. Moi, j'ai commencé en indépendante. Tout ce qui est institutionnel et cetera, c'était assez étranger pour moi. J'ai tout appris sur le tas, en fait. Mais voilà et du coup, j'ai découvert le Belk, j'ai découvert, les métiers dans les alliances françaises, les instituts français comme ça, et donc j'ai passé, l'habilitation, là-bas. D'accord, très bien. Pour ceux et celles qui nous écoutent, le BELC, il y en a deux, il me semble, à l'année. Le Oui, BELC d'hiver et le BELC d'été, hein. Tu m'aides si je m'égare. oui, Et l'habilitation DELF, c'est une des nombreuses formations proposées par France Éducation Internationale. Et donc le BELC est rattaché à France Éducation Internationale, hein. mmh. Et si mes souvenirs sont bons, l'habilitation coûte entre 500 et 550 euros à distance, Alors moi, je actuellement. l'ai faite sur place. Donc sur Ah, place, en moi, ça m'a présence. coûté 1 500 € D'accord. Ah oui, ça. avec, donc les cours. Donc après le Belk, selon les années, les formats, changent. Là, Mhm, quand moi je l'ai fait, c'était il y a 2 3 ans, donc en 2022, je crois, ou 21. Donc en fait, c'était sur 2 semaines et en fait, c'est dans une université en France, hem ce sont en fait les professeurs ou les dirigeants d'alliances françaises et cetera, enfin, c'est les professionnels du FLE dans le monde qui se rejoignent tous ensemble dans une ville en France, pour suivre des formations sur le FLE. Donc moi j'avais choisi l'habilitation, mais en fait, il y a toutes sortes de formations. Moi le matin, je faisais, la gamification en classe de FLE et gérer les parcours hybrides, et asynchrones mhm. et à distance. Donc tout ce qui est, outils de TIS, donc technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, je pense. On va dire que Et c'est ça. ouais, on va dire que c'est ça. Et donc mais ça, c'est moi qui l'ai choisi. Il y a aussi, par exemple, des formations de formateurs, des formations pour, l'habilitation, enfin pour former les examinateurs. Il y a aussi, des formations, par exemple, utiliser la photographie en classe de FLE, travailler l'oral en classe de FLE et cetera. Après, au-delà de ça, c'est aussi un événement international avec, des activités culturelles, des rencontres, et c'est vraiment, très intéressant d'échanger les pratiques avec des personnes qui viennent, en fait, du monde entier et Mhm, qui ont ce point commun du FLE et ça a été, l'occasion aussi pour moi de rejoindre un petit peu, cette communauté de profs de FLE parce que moi j'enseignais de mon côté et je me suis vraiment sentie faire partie d'un groupe, enfin je me souviens le soir, une fois, on rigolait parce qu'on faisait des blagues sur la morphosyntaxe. Genre il y a que nous qui on peut comprendre ça, mais qui fait des blagues sur la morphosyntaxe? Et qui écoute des chansons et dit: «Ah tiens, ça c'est bien pour les apprenants à 2». mhm. Ça fait du bien en fait de rencontrer des gens avec qui on a ça en commun Mhm, et je trouve que c'est un petit peu la même chose quand j'ai ensuite été, en pratique examinatrice, DELF, DALF. Je trouve que c'est bien parce qu'on est quand même assez le métier de prof, c'est un métier qui est assez solitaire finalement, parce qu'on est seul avec nos étudiants et il y a toujours des fois où on n'est pas, enfin, forcément, on doute, on remet en question notre pratique ou notre analyse et cetera et moi, ce que j'aime bien dans les examinations, notamment de production orale, c'est que, bah, au final, avec le référentiel, la notation et cetera, on se rend compte qu'on n'a pas «perdu la main» entre guillemets. Enfin,
c'est toujours intéressant de alors soit d'être, en accord et de se rendre compte qu'on finalement, même si on est séparés la majorité de l'année, quand on se retrouve pour les examens, on a des enfin voilà, on a une pratique commune. Soit quand, on est en écart. Pendant la formation d'habilitation, la formatrice, elle nous disait que ça faisait aussi partie de la formation que de s'harmoniser. Donc elle nous observait beaucoup là-dessus et je trouve que ça, c'est très intéressant aussi parce que ça permet encore une fois de se remettre en question, d'améliorer sa pratique, de se recaler sur le cadre, du CECRL et ce cadre-là, c'était très compliqué de le rendre concret et quand j'ai passé l'habilitation, en fait, tous ces mots de, je sais pas, par exemple, il a un discours fluide, cohérent, bien articulé, ce genre de choses, enfin, pour moi, c'était clair mais de loin et là, vraiment, de regarder la grille, ça m'aide à placer les gens dans tel ou tel niveau et ça m'aide aussi dans ma pratique de prof. Tu anticipes un peu ma prochaine question. La casquette d'examinatrice t'aide également dans ta pratique d'enseignante. Oui, oui et ça m'aide aussi parce que, bah, en fait, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai passé l'habilitation aussi. J'avais eu, via les plateformes, des étudiantes qui voulaient préparer le DELF ou le DALF. J'ai adoré ça parce que, en fait, j'aime beaucoup donc la relation que j'ai avec la personne et aussi le fait d'aller vers un objectif qui est clair. Alors, j'aime beaucoup aussi suivre les personnes qui veulent apprendre le français pour le plaisir ou autre, mais ça reste des objectifs au long cours, alors que, le DELF ou le DALF, c'est un objectif, souvent derrière, il y a un autre objectif qui peut être soit l'obtention de la nationalité, soit l'entrée à l'université française ou l'obtention d'un visa. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, important et qui est assez stressant, en fait, pour les candidats et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est un petit peu dédramatiser le truc et en fait, moi, je me sentais j'adorais faire ça et je voulais, en faire ma spécialité, mais je me sentais pas légitime à être spécialiste de la préparation d'ELF et DALF si j'avais pas avant compris comment ça se passait en background, je sais pas comment dire, en arrière-plan. Et donc bah, c'est vrai que j'ai entre autres appris des choses que, bah, les étudiants me demandaient tout le temps, mais que je savais pas. Par exemple, comment on compte les mots dans les productions écrites, qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui est pénalisé? Je pouvais le deviner en téléchargeant les barèmes, sur le site de FEI, mais c'est vrai qu'en ayant fait la formation et en ayant été examinatrice, je peux aussi repérer des choses, des erreurs communes, des choses qui stressent particulièrement, les candidats et anticiper ça avant avec, mes élèves. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, moi, je propose des programmes de préparation au DELF où ils ont un accès à une plateforme et un coaching, enfin un suivi personnalisé derrière, où en fait tout ce qui est compréhension orale et écrite, ils le font de leur côté. Et tout ce qui est production, écrite et orale, ils le font avec moi et aussi, pourquoi pas, des révisions de points de grammaire, mais seulement en fonction de ce dont eux, ils ont besoin. Heu et c'est vrai que j'ai créé ces programmes-là parce que, bah, en fait, c'est ce que me demandaient les étudiants. Ils me disaient: «Bah, moi, en fait, j'ai acheté le manuel, la compréhension orale et écrite, je sais le faire tout seul. Par contre, parfois, j'ai des questions parce que je comprends pas pourquoi j'ai eu faux et pourquoi dans la correction, il y a écrit ça, il y a écrit réponse A alors que moi, je pensais que c'était réponse B». Hem, donc en général, quand je les vois en début de cours, on fait, questions-réponses sur la correction ou sur des points de grammaire et ensuite on fait une correction détaillée des écrits avec révision de points de grammaire et ensuite en fin de parcours, je commence toujours par l'écrit, c'est plus facile pour les points grammaticaux. En fin de parcours, on fait l'oral. C'est super intéressant s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui ont envie de se préparer. Voilà, je pense Ouais, que tu es devenu spécialiste dans le domaine. ouais, merci. As-tu une anecdote marquante, drôle ou pas à raconter dans ton parcours pro? Moi, je pense que l'anecdote drôle, c'était vraiment les blagues sur la morphosyntaxe avec mes collègues du Belk. Mais, mais en dehors de ça,
Moi, ce que j'aime particulièrement dans l'habilitation et d'ailleurs, la formatrice, la première chose qu'elle nous a dit quand on est rentré dans la salle, c'est: «La bienveillance» et tout le temps, c'était: la bienveillance» et ça, je trouve que c'est bien, enfin, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine, surtout alors si on a été éduqué, à l'école en France, on a un peu cette habitude où les évaluations, c'est un truc où on a l'habitude qu'on se fait taper dessus ou qu'on se fait, un petit peu clasher à chaque erreur et cetera et moi j'aime bien l'évaluation du DELF et du DALF parce que, on part du milieu. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai retenu, parce que dans les grilles, on a, soit c'est 0, c'est pas du tout fait, soit c'est en dessous du niveau, soit c'est le niveau, soit c'est le niveau plus et donc, en général, on part du niveau, on considère qu'il est censé l'avoir et après soit on descend, soit on monte. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, on part pas du principe que, bah, entre guillemets, «à la française», il a 20 et dès qu'il fait une faute, j'enlève -2. On part pas du principe qu'il a 0 et qu'il doit gagner ses points. On part du principe qu'il est dans la moyenne et qu'on valorise s'il fait plus et qu'on enlève s'il fait moins. Mais pour faire moins, en général, il faut vraiment, voilà, je pense que ça, bon, c'est pas une anecdote, drôle, mais en tout cas, c'est une anecdote, positive. Mhm. Voilà. Et je te remercie pour cette expérience. D'ailleurs, CECRL, pour ceux et celles qui nous écoutent qui ne sont pas trop familiers avec, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Tu ne t'abuses pas. Si ça intéresse certains et certaines, je mettrai le lien en description. Est-ce que tu aurais des conseils chez les candidats qui se préparent à un examen? Oui, alors, la première chose, je pense que c'est, quand tu es en production orale, en épreuve de production orale, l'examinateur, il écrit, mais il écrit pas quand tu te trompes, en fait. Il écrit tout ce que tu dis. Pour moi, c'est le plus crucial parce qu'on croit que dès qu'il écrit, c'est qu'on a fait une bêtise. En réalité, l'examinateur, il enchaîne, peut-être une dizaine d'étudiants, voire plus dans la journée. Il a besoin de sa mémoire parce qu'ensuite il doit s'harmoniser, donc discuter avec l'autre examinateur pour se mettre d'accord sur la note. Donc s'il veut pouvoir faire ça, il doit pouvoir avoir aussi les armes pour te défendre et donc on écrit aussi bien les points positifs que négatifs, c'est juste pour la mémoire. C'est pas du tout pour, on n'est pas en train d'évaluer quand on écrit, on est en train de noter les éléments qui ressortent et qui nous permettent d'avoir de la matière pour justifier du niveau ou non. Donc voilà, si j'avais un seul conseil, ce serait vraiment ça, ne stresse pas, l'examinateur, il écrit, c'est juste parce qu'il a besoin de faire marcher sa mémoire, c'est c'est pas pour enlever des points. Voilà Ok, et merci. puis, voilà. Ok, merci. Bon, bah, j'espère qu'ils seront rassurés et qu'ils passeront J'espère. les examens le cœur plus léger. Et du point de vue justement des examinateurs, alors de jeunes Mmh. examinateurs ou plus expérimentés ou d'enseignants, Mmh. aurais-tu des encouragements, des mises en garde, des astuces que tu aimerais transmettre? On apprend beaucoup, des candidats, on apprend beaucoup des autres examinateurs. Ça nous permet aussi de perfectionner notre connaissance du CECRL et clairement, c'est un document qui est super long et qui est super abstrait et enfin, moi, ce que je dirais aux examinateurs en devenir, c'est que c'est normal de pas le comprendre intégralement, ce document. C'est quand même quelque chose qui est très technique et ensuite, bah, les examens, bah, je dirais que l'avantage déjà, ça fait du boulot en plus. C'est une vraie expertise, ça vous valorise aussi par rapport aux étudiants. C'est pas un examen où on est là pour casser des gens, c'est un examen qui est positif, qui valorise et en gros, si vous aimez valoriser vos étudiants dans les évals, bah, allez-y, Euh, Est-ce que, Lorraine, tu aurais un projet dans le monde du FLE ou pas, que tu aimerais partager avec nous? Moi, ce que j'aimerais, enfin le projet aussi qui m'anime dans la préparation au DELF et tout, pour les étudiants qui viennent, moi je pense que ce serait bien de créer une formation pour préparer les étudiants à venir en France.
Parce que souvent on se dit: «Bah, l'expérience culturelle, le langage familier et cetera, bah, en fait, oh, ils vont apprendre sur le tas, de toute façon, ça fait partie de l'expérience». Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que enfin, pour avoir vécu à l'étranger, pour avoir été en situation, d'expatriation, hem, c'est très déstabilisant et c'est une perte de temps énorme alors qu'on pourrait gagner dessus et du coup profiter encore plus de son voyage. Enfin, je te donne un exemple, quand je suis arrivée en Écosse et que je voyais une enseigne de magasin, heu, je savais pas si c'était une banque, une poste, une librairie, un supermarché et en fait des trucs comme ça, c'est tu vois? Alors évidemment, c'est pas dans les manuels de FLE parce que, bah, c'est des marques, en fait. Mais juste expliquer à un étudiant, c'est quoi la Fnac, comment ça se passe à la poste, la poste, c'est aussi une banque, tu vois? Des choses comme ça. Ou alors, moi, ce que j'entends le plus de mes étudiants Erasmus, c'est, bah, en fait, je suis capable d'écrire une dissertation, mais par contre, quand mes potes, français, ils m'envoient un texto, je comprends rien. Et ça, en fait, bah, c'est juste la vie, quoi. Enfin, c'est pour moi, c'est ça le plus important. Si tu viens étudier en France, c'est aussi pour rencontrer des Français, pour faire la fête avec eux, tu vois? C'est pas seulement pour, avoir une sup alors oui, aussi pour avoir une super note à ton master, mais en vrai, un étudiant, lui, il a aussi envie de se faire des collègues, de rigoler et cetera et ça, il peut pas y accéder s'il sait pas, par exemple, ce que ça veut dire, je vais à l'examen au talent ou ce truc, il est éclaté au sol, tu vois? Et ça, je pense que ça peut s'apprendre à n'importe quel niveau, en fait. On réserve ça à des C2, ce qui est hallucinant, ça et le langage oral, de dire, «Je sais pas» au lieu de «je sais pas», de dire «je t'appelle» au lieu de «je t'appelle». C'est des choses qui sont rarement enseignées, en fait, dans les universités ou dans les écoles de langue. Moi, j'aimerais vraiment que, voilà, permettre aux étudiants qu'au moment où ils mettent un pied en France, ils soient déjà débarrassés de toutes ces angoisses socioculturelles pour pouvoir profiter à fond, et se faire des potes français, quoi. Parce que malheureusement, quand on est expat, souvent, on reste entre être expat et en fait, la culture locale, on l'apprend à travers des expats et tu le vois sur les forums, les gens, ils sont toujours frustrés de ne pas avoir été, amis avec des natifs ou quoi, mais ça marche aussi pour les Français qui partent à l'étranger, hein. Voilà, moi j'aimerais bien, faire un truc comme ça, mais c'est en réflexion, c'est pas encore en application. Eh bien, Voilà, écoute, on reste connecté et dès que cette formation est sortie, eh bien, on la fait tourner avec plaisir. carrément, merci. Ok, mais écoute, super. Y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter? Oh bah, je pense que je vais dire, ce que je dis à tous mes étudiants quand ils vont passer le DELF, «Ça va bien se passer, tu sais maintenant. Vas-y, ça va bien se passer». Voilà. L'image se coupe. J'ai 47 sur 100. Non, non, c'est pas possible parce que s'il a préparé avec moi, il a pas 47 sur 100. Mais 100% de réussite avec Lorraine. Eh Voilà, si oui, des étudiants nous écoutent, allez préparer votre DELF avec Lorraine. 100% de réussite garantie. non, pas garanti, avec un minimum d'investissement quand même. Ben écoute, Lorraine, merci beaucoup à Et toi à pour ta toi. présence, ton partage d'expérience très intéressant, tes impressions. Et peut-être aura-t-on l'occasion de se retrouver euh, pour un DELF ou un DELF, qui sait. Bah ouais, carrément, je serais contente d'évaluer, avec toi dans ce cas si possible et puis, merci de m'avoir reçue, c'était bien. On a bien rigolé, on a parlé, de choses passionnantes donc, ouais, merci encore. Ben écoute, merci à toi, le plaisir est partagé. À bientôt. À bientôt!